Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Et je pense que plein de gens devraient s'écouter plus, quoi. Parce qu'on se fait beaucoup de mal parfois dans des endroits dans lesquels on n'est pas forcément bien, mais c'est comme ça, tu sais, et puis tu sais. Et puis tout le monde le fait, alors comme tout le monde le fait. Dans ce nouvel épisode des gens qui doutent, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir l'humoriste Shirley Soignon. Vous l'avez peut-être comme moi découverte il y a plus de 10 ans à la télévision, dans l'émission On ne demande qu'à en rire. Mais aujourd'hui, elle fait vraiment partie des meubles dans le stand-up francophone. Elle a écrit et joué plusieurs spectacles, elle a lancé sa boîte de prod, sorti plein de formats différents de blagues sur internet, elle a participé à 3 millions de galas en télé, elle a lancé le Barbès Comedy Club à Paris en 2019, qui a fermé là il y a quelques mois. Elle a joué dans plein de pays grâce à son tour du monde des comedy clubs, elle a travaillé sur l'écriture de blagues de la série Drôle sur Netflix à laquelle j'ai participé aussi, elle a donné plein de masterclass, donc c'est vraiment une des humoristes les plus importantes de notre génération. Et il y a quelques mois, elle a annoncé qu'elle arrêtait le stand-up, qu'il ne lui restait que quelques dates avec son spectacle Être humain, que je suis allée voir d'ailleurs, qui était vraiment très très bon. C'était extrêmement beau, bien écrit, touchant, pertinent. Elle y aborde des sujets qui sont très lourds. Ça parle de drogue dure, de séjour en hôpital psychiatrique, de pédocriminalité, mais avec des passages vraiment hilarants. Je me suis pris des fous rires, mais genre de ceux où tu sais pas te ravoir, et ça m'arrive assez rarement dans le stand-up, et là vraiment j'étais littéralement pliée en deux. Donc j'avais envie qu'on enregistre un épisode ensemble pour justement me faire le point sur toute sa carrière et parler de plein de choses, évidemment de pourquoi elle arrête le stand-up, de ce qu'il a usé dans ce milieu, du fait qu'elle va vraiment changer de vie en fait dans les prochains mois, puisqu'en plus d'arrêter son métier, elle vient de déménager dans un petit village en Bourgogne, de ses débuts dans la télé qui étaient hyper compliqués, qui l'ont énormément marquée, de la dichotomie qu'elle a connue pendant toute sa carrière, de vouloir être aimée par les autres mais tout en étant très rebelle dans ses choix, de pourquoi le Barbès Comedy Club a fermé et de ce qu'elle garde de toute cette aventure, du fait qu'elle a appris à s'écouter, de l'importance de donner sa confiance et du fait qu'aujourd'hui elle ne recherche plus tellement la blague mais plutôt la pertinence. J'espère que ça vous plaira. Comment ça va déjà ? Ça va bien. Fatigué un peu. On va pas se mentir, ça se voit dans mon visage. Je peux pas... On se regarde yeux dans les yeux. Ça va super. Non, je suis fatigué. T'as fait quoi ? J'ai fait quoi ? C'est la tournée là. J'ai enchaîné 3-4 dates, tu sais. Puis moi, je produis en même temps. Quand je dis produit, on pense vraiment, je suis juste à signer des chèques, mais en fait, je m'occupe aussi des feuilles de route, prendre les billets de train de tout le monde. Ah ouais. Tu vois, des trucs comme ça. Donc en fait, un spectacle pour moi, c'est 10 postes à gérer. Mais tu signes quand même des chèques ou pas ? Non, je fais plus de chèques, je fais des virements. J'ai une comptable, Dieu merci. Mais ouais, donc fatigué parce que 3 jours de tournée, pour moi, est égal 20 jours de travail non-stop. Donc crevé, puis le fait de... Je suis passé par Paris, là, et ça y est, j'ai déménagé de Paris, tu sais, mais du coup, dès que je reviens à Paris, je sens que ça me tire sur l'énergie, donc ça me fatigue vite. Là, vraiment, ça fait un quart d'heure que je suis à Paris et j'ai envie de crever. La pluie, les gens, tu vois, les trottoirs trop étroits. Je suis triste, je suis mieux à la campagne. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Mais donc là, t'as totalement changé de vie. Je commence à être tranquillou, quoi. On se trempe la nuque, tu vois, tranquillou. Déjà, j'ai déménagé à la campagne. En Bourgogne. En Bourgogne. Là, dans quelques jours, ça y est, j'arrête la scène. Je vais pouvoir enfin faire autre chose. J'étais obligé de le dire et pour le faire, tu vois. Ah ouais? Ouais, t'es vraiment... comme ça, toi, t'es obligé de te mettre un peu. Okay. Sinon, le coca, tu sais, quand il y a une bouteille de coca chez moi, je la bois en entier. Après, je suis là, j'aurais pas dû, j'ai mal au ventre. Tu vois, je la bois en 1 heure, quoi. Je comprends. Donc c'est pour ça que t'as dit que t'arrêtais l'iPhone et tout. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis aussi à mon public que j'arrêtais l'iPhone comme j'arrête la scène, quoi, tu vois. Donc il faut que je reprenne, mais c'est juste que j'ai besoin de le dire pour faire une vraie pause. Donc voilà, là l'idée c'est que dans quelques jours je vais pouvoir vraiment vivre à la campagne, être vraiment totalement dans cette life-là, où tu vois, t'es loin de tous les mouvements, genre les manifs d'aujourd'hui. Maintenant j'ai envie d'y aller, maintenant que je suis là, mais à la campagne t'es là, ça va. Il y a pas tant de problèmes quand on est chez soi. C'est ça. Ouais. Mais c'est pas brutal comme changement de déménager non seulement à la campagne, t'as plus tes potes et tout, et en plus de ça t'arrêtes le métier que tu fais depuis des années. Alors ça va pour les potes, j'en avais pas tant que ça. Donc non, c'est vrai que je suis pas très sortie, tu vois, soirée, tout ça. Donc du coup, quand je vais voir des amis, en général c'est un vrai moment. Et du coup, être à la campagne, c'est encore mieux parce qu'ils se déplaceront, ça sera vraiment un moment ensemble. Ça sera riche, ça sera cool. Sinon, la plupart des potes, en général, on s'appelle en se disant on n'a pas le temps de se voir. Tu vois, donc sinon, c'est des fausses sorties. Donc non, c'est cool. Ça. Puis moi, j'ai toujours navigué entre les deux, entre la ville et la campagne.
Donc je savais que je préférais la campagne, je me mettais vivre à Virton, en Belgique. Donc non, c'est un truc que j'aime bien, c'était il y a 3 ans, 4 ans je crois. J'ai fait ça pendant 6 mois, j'adore ça. Ce qui est brutal, ça va certainement être de pas monter sur scène à des moments où j'aurais peut-être envie, tu vois, des petits trucs. Ça m'est arrivé là d'aller voir des plateaux et de me projeter déjà dans le moment où j'allais arrêter en disant oh non, ça va être trop dur, j'aurais trop envie d'y aller un peu. Mais je crois que c'est parce que là je suis encore dans le move, mais en vérité ça va me faire du bien d'arrêter vraiment. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a usé ? Waouh. Mon identité m'a usé elle m'a usé dans ce milieu et dans cette vie en fait de base, elle m'épuise, tu sais, de toujours des tu fronces les sourcils, tu comprends pas, mais tu sais, je crois que le fait de tout ce dont je parle ne me soulage pas. Quand je parle de racisme, d'homophobie, ça ne me soulage pas du tout. Ça fait du bien à plein de gens, mais moi je passe mon temps à parler de ça et je vis pas ma vie. Donc j'aimerais bien la vivre. J'aimerais bien vivre ma vie de non-binaire, noir, dont je parle tout le temps là. Je sais pas ce que c'est, parce que je passe mon temps à monter sur scène, pratiquement pour ne parler que de ça. Tout ce que j'ai observé dans le monde là, et puis hop, voilà. Donc j'ai très peu de temps, de moments où je fais des choses juste pour moi. Tu vois, juste balader dans la forêt, lire un livre, tu vois, autre chose que pour parler de ça sur scène. Donc j'ai besoin de vivre une vraie vie. Mais t'arrives maintenant que tu te remets dans la vraie vie, entre guillemets, à justement faire les choses sans te projeter dans oui, mais quand je reprendrai le stand-up, ça potentiellement c'est un sujet en fait. Bah là je sais pas, je peux pas dire encore parce que là, j'ai pas encore vraiment arrêté. Donc là potentiellement tout est un sujet. Là vraiment comme je sais que c'est bientôt la fin, en plus il y a plein de trucs que j'ai envie d'écrire maintenant et d'enregistrer tout de suite pour les dire et tout. J'ai tellement d'idées sur la réforme des retraites d'un coup, bizarrement. Là il y a plein, ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais je pense que je vais vraiment réussir à le transformer autrement. J'aime bien faire d'autres choses en art qui n'est pas forcément mon travail, enfin même pas du tout d'ailleurs, comme de la musique, comme de la peinture, comme faire de la batterie. J'ai la sensation de pouvoir exorciser à travers d'autres arts. T'as fait un spectacle avec la musique ? Ouais, avec des musiciens, ouais. Où je chantais un peu aussi. Ouais, j'aime bien prendre différentes formes pour exprimer ce que j'ai exprimé. Je trouve que c'est trop cloisonné, de manière générale, l'artistique. Dès que tu sors un peu du truc que t'avais démarré au départ, on te dit ouais, mais en fait c'est pas là ta place. Là, je me sens cloisonnée. Mais je me suis cloisonnée toute seule, tu vois, dans le stand-up. T'as construit les murs toute seule autour de toi. J'ai fait vraiment tout plein de murs de stand-up. C'est ça le stand-up. J'ai fait un documentaire, j'ai fait un comedy club, j'ai fait un campus. J'ai fait tout ce qui pouvait aller autour du stand-up parce que je trouvais que on n'avait pas assez de... je sais pas comment ça s'appelle, d'appui sur notre métier pour savoir comment le faire, un bon tuteur pour bien grandir. Mais c'est pas parce que en fait, je le vois un peu, parce que je me disais, comme le communautarisme, c'est bien, mais c'est pas une fin en soi. Donc c'est bien de connaître les règles, mais c'est pas une fin en soi. Ouais, il faut construire des règles pour pouvoir après les dépasser, quoi. Ouais, exactement. Donc là, ça y est, j'ai construit ces règles-là, et maintenant, ça y est, ça m'a saoulé. N'écoutez rien de ce que j'ai dit au campus. C'est ça. Exactement, comme pour l'iPhone, comme pour tout, n'écoutez pas ce que je dis. Faites ce que vous avez à faire. Tu changes souvent d'avis ? Je change pas d'avis en fait, il évolue tout le temps. Mais c'est pas un changement d'avis quand je reprends l'iPhone, c'est une contrainte avec une conscience toujours aussi élevée de c'est chaud de faire ça. Mais j'ai pas en plus repris d'iPhone, j'ai repris un autre téléphone parce que je me suis menti, j'ai pris un Samsung histoire de dire que c'était pas l'iPhone. Mais bref, c'est surtout parce que comme je l'explique dans ce spectacle-là, j'ai dû reprendre parce que justement quand tu montes un comedy club, le faire sans téléphone, smartphone, c'est compliqué dans notre temps. Donc du coup, j'ai dû reprendre un téléphone pas équitable parce que ça va aussi vite que les autres et qu'on peut communiquer à la même vitesse. Parce que le Fairphone ne communique pas à la même vitesse que les autres, tu vois. Donc c'est des trucs cons, mais j'étais contrainte de revenir à ça sans changer d'avis sur ce que je pense de la fabrication et de la façon dont on a d'utiliser la technologie à outrance en achetant l'iPhone 1, 2, 3, 4, 5, c'est une dinguerie, et tout en parlant de transition écologique à côté et d'inclusion, t'es là, waouh, c'est tellement incohérent. Donc j'essaie de pas être incohérente et de savoir ce que je fais. Donc maintenant je sais que je suis une esclavagiste maintenant. Je suis juste un peu fragile dans mes propos en tant qu'esclavagiste. Des fois je doute de mon esclavagisme. Et puis j'y reviens. On peut avoir l'impression que je change d'avis, mais en vérité c'est une continuité, et je pense que quelqu'un qui est arrêté sur ses idées, c'est quelqu'un qui, tu vois, est figé. C'est pas bon ça. On est en mouvance permanente. Je pense qu'il faut avancer comme l'âge, quoi, jusqu'à la mort, quoi.
T'as jamais dit des choses que t'as regrettées dans tes spectacles? Regretter, est-ce que c'est regretter? Non, mais où je me suis dit, ah là là, quand même, c'était chaud ça. Oui, ça m'est déjà arrivé. Je cherche en même temps, mais en général, ton cerveau, il va oublier, tu vois. Donc, non, c'était pas moi. donc c'est ça, là, j'ai oublié toutes les vannes que j'ai regretté de faire. Mais oui, ça m'est déjà arrivé de dire un peu des trucs un peu à côté de la plaque, notamment sur la communauté LGBT, où des fois je suis un peu beauf de ouf et vraiment je dis des trucs qu'on fait mais pas du tout. Je suis bon, pardon. Tu vois, sur le féminisme aussi, enfin. Je suis même sur mon racisme, je me suis rendu compte que je peux être raciste des fois, et ça, il m'a fallu du temps pour le comprendre. C'est vraiment en écoutant des trucs, j'étais là, ouais, mais je suis raciste en fait. Tu vois, il y a une violence envers soi-même qui est présente des fois, qu'on n'entend pas. J'ai été transphobe aussi. Mon premier sketch, je dis, on va mettre un truc au clair, après on n'en parle plus, je suis une fille. Et là, les gens étaient morts de rire. Je l'ai fait pendant 3 ans et ça a éclaté de rire. Et en fait, j'étais là, maintenant que je me sens vraiment dans cette non-binarité, c'est vraiment ridicule comme j'ai essayé de me faire accepter par les autres, avec un rire alors que j'en avais jamais rien à foutre d'être un gars ou une meuf pour les gens, en fait. Mais je savais que ça allait faire rire les gens. Mais ouais, c'est un peu si c'était ton premier sketch, c'est logique, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu toutes les béquilles du début de... Ouais, mais c'est la façon de l'angle que j'ai pris pour le traiter qui était particulier. C'est-à-dire que j'ai dit, ah, c'est rigolo, hein. C'est comme si j'avais commencé en disant, on met un truc au clair, après on n'en parle plus, je suis noire. T'es là, oui, et donc. Enfin, tu vois. Il y a un truc un peu de dire, je suis d'accord avec vous alors que pas du tout. Ou à l'époque, je l'étais. Enfin, en tout cas, là où j'étais d'accord pour qu'on m'aime. C'est surtout ça. T'as souvent été guidée par le besoin de validation du public Trop souvent. En fait, c'était une dichotomie permanente pendant ces 16 ans. C'est aussi pour ça que j'arrête. C'est pour essayer d'être un peu plus aligné. Parce que j'étais tout le temps dans ce truc d'à la fois vouloir être aimé par les autres et en même temps être hyper rebelle dans mes choix. C'est comme ça que j'ai fait mon sketch sur mon coming out à l'époque où mon producteur veut pas que je le fasse parce qu'il a trop peur que, tu vois, ça me porte préjudice. Je suis là, en fait, si je perds mon public homophobe, c'est pas très grave, quoi. Et en même temps, j'étais dans une douleur terrible de le faire parce que je voulais être aimé par ces gens-là, tu vois. Notamment par ces homophobes. C'est aussi d'ailleurs ça mon travail, je trouve, dans mon écriture, c'est ça, c'est de pas d'être aimé par ces gens-là, mais qu'on se retrouve à un endroit par rapport à ce que je représente. Donc pas forcément moi en tant que personne, mais tous les gens qui peuvent me ressembler de près ou de loin. Avoir l'espoir un petit peu, un minimum, avec une blague, de toucher l'autre en se disant peut-être que maintenant ça ouvre une case dans ton cerveau qui permette la prochaine fois que tu vois quelqu'un qui me ressemble d'avoir une nouvelle réflexion un peu plus douce, un peu plus belle, avec saupoudrée d'amour. Donc c'est un effort incommensurable. Ouais, c'est épuisant, ouais. Parce que tu dois tout le temps éduquer les gens, en fait. Ouais, en commençant par moi. Tu vois, avec tous les trucs dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est épuisant. Et donc c'est pour ça que je dis j'ai envie de vivre cette vie dont je parle. Je sais pas si elle existe vraiment, il faut que je la vive, quoi, tu vois. Donc c'est ça. Ça m'a beaucoup fatigué, mais c'est comme ça que j'ai aussi trouvé l'essence de ce que je voulais trouver sur scène, dans ce que je voulais raconter, c'est en m'épuisant. Tu penses que c'est nécessaire dans l'artistique d'être épuisé à un moment? Dans la vie, je crois, ouais. Dans la vie, ouais. C'est pour ça permet de, comment on appelle ça, de tailler la pierre pour en avoir l'essence, quoi. Il faut s'épuiser, ouais. L'érosion, quoi. L'érosion du temps sur soi. Alors. Mais c'est terrible. Ouais, c'est terrible, ouais. Mais c'est la vie. Elle est pour avoir le sentiment de moments de zénitude, de paix. Je pense que ça passe par aussi des moments difficiles. Donc l'épuisement, ouais. Parce que c'est le livre que j'ai lu en ce début d'année de Christian Bobin. C'est mon ex qui m'a quitté avec ce livre, l'épuisement. Très beau livre que je conseille. Tu vois, pour se rappeler un petit peu aussi à son essence. Parce qu'on me demande est-ce que je vais continuer là, est-ce que je vais continuer d'écrire ou pas, etc. Je fais, mais alors évidemment, en fait, c'est juste que je vais arrêter de regarder cette feuille blanche. Je vais juste, le jour où j'ai une idée, l'écrire sur cette feuille blanche. Mais je vais pas rester devant cette feuille blanche à attendre ou à me sentir obligé de quelque chose. Mais aussi, voilà, je prends cette décision aussi, c'est ce que je disais à Tani il y a pas longtemps. Je sais pas si tu l'as déjà reçue ou pas. Tani, non, mais Tani qui est très très marrante. Elle joue à la Nouvelle Scène. Exact, son spectacle. Et je lui disais, tu vois, le fait que tu existes, le fait que Lou Trottignon existe, le fait qu'il y ait pas mal de personnes qui existent, ça me permet, moi, de partir sereinement. Tu vois. C'est genre, ton job est fait, la relève est là. Exact. Ça me va, bon, tu fais pas ça pour la notoriété? Je fais, pas du tout, sinon j'aurais vraiment fait d'autres vannes. T'aurais continué la télé. Mais ouais, tu vois, j'aurais fait autre chose. Donc là, ça me fait trop du bien de savoir que... Et puis avec des personnes encore plus conscientes que moi sur plein de sujets, tu vois, c'est trop bien.
Et qu'est-ce que tu cherchais en fait? Parce que c'est vrai qu'en fait, maintenant que tu le dis, je vois à quel point il y a des choix qui étaient curieux. Si ce que tu cherchais, c'était d'être aimé par des gens, enfin, genre, t'as commencé par la télé déjà, ce qui est vraiment le pire endroit où commencer. Ouais, de ouf. Et t'as vite réalisé que ça te plaisait pas, que t'étais pas à ta place. Alors pour l'histoire, j'ai toujours su que c'était pas mon endroit. Quand j'ai commencé la télé, moi la première fois j'avais 8 ans. J'ai fait Alors Navarro. J'ai quand même joué dans Navarro. J'avais en fait demandé à mon oncle qui était comédien à l'âge de 7 ans. Je lui ai demandé est-ce que je peux faire des castings, comment ça se passe et tout. Et j'ai incité plusieurs semaines, voire mois, avant qu'il demande à mes parents qui ont dit oui pour que je fasse des castings. Et donc j'ai fait la Coupe d'Europe 96, c'était une pub pour le foot. Ça, c'est mon premier casting que j'ai eu direct. Après, j'ai fait Navarro et Le Bonheur est un mensonge, un téléfilm avec Michel Aumont. Mais ça, la même année. Tu vois, donc j'ai enchaîné les tournages de ouf et tout. Et donc, Grosse enfance de ouf. Et j'ai découvert la notoriété. J'ai découvert des petits à l'école primaire qui me couraient après pour un autographe parce qu'ils m'avaient vu dans Navarro, tu vois. Ah, waouh. Et ça m'a vraiment fait flipper, quoi. Ouais, de ouf. Et du coup, j'avais conscience de ce que c'était la télé, puis j'étais pas impressionné par les caméras, par le fait d'être diffusé, la technique, je la comprenais, t'enregistres, tu diffuses. Voilà, j'ai jamais été dans ce truc du star system, donc quand j'ai fait commencer l'humour à 19 ans, et qu'on m'a proposé de la télé à 20 ans, je crois, 21 ans, j'étais en production, j'étais signé par une prod que j'ai choisie, et Laurent Ruquier, que j'avais rencontré par ailleurs, m'a proposé de faire On demande qu'à en rire. Et moi, tout de suite, j'ai dit non merci. Et je me rappelle, j'étais sur le trottoir de l'Olympia, je sortais des premières parties de Franck Dubosc. J'avais fait une ça semaine... aussi, il faut qu'on en parle. C'est un délire. J'avais fait une semaine de première partie de Franck Dubosc parce qu'il m'avait vu sur Internet, je sais pas où, sur Dailymotion. Et il avait bien aimé. Ouais. Il était là, viens à l'Olympia, faire une semaine de première partie, 20 minutes tous les soirs. 20 minutes de première partie à l'Olympia avant Franck Dubosc. Ouais. C'est un délire, hein. J'avais 20 ans, 21 ans, ouais. Oh, waouh. Et c'est trop beau, quoi. Et je joue mon dernier jour, c'est le 3 octobre, donc mon anniversaire, un dimanche. Franck m'a offert des fleurs, champagne et tout, trop mignon, machin. Et je suis comme ça, trop bien, dans cette dernière soirée. Et là, Ruquier gâche mon anniversaire. Ce qu'il appelle. Et il me propose, on me demande qu'il y a rien. Et je dis non merci. Sur le trottoir, en plus, hyper enjoué. Je viens de finir une semaine d'Olympia. Je suis là, non, c'est bon, je crois que c'est bon, ma route est tracée. Je vais y aller mollo, m'entraîner à l'Olympia. Tu vois, normal. Et mes producteurs sont avec moi ce jour-là. Et mon oncle, avec qui j'avais proposé de venir en tant que manager, qui était l'oncle qui m'avait fait faire des castings à 8 ans. Donc mes producteurs, ils étaient 2, et ce manager sont 3 à me dire vraiment, tu viens de dire non à Ruquier sur le trottoir de l'Olympia, là, c'est pas possible. Nous, on a pris le théâtre de 10h 3 fois par semaine, jeudi au samedi. Tu peux pas dire non à une télé aussi importante tous les jours à 18h. Donc je dis, bah si, je peux dire non, regardez, je l'ai fait. Là, aucun doute, vraiment, j'en ai pas. Sauf que là, ça y est, mon oncle, rapport familial, je te connais depuis que t'es gamine, tu fais n'importe quoi, t'es en train de rater le train. Et on me met une pression folle sur ce trottoir. Et en fait, moi, je fonctionne un peu petit bonhomme que je suis à ce moment-là au défi. Tu vois, tu me défies, je suis là, moi, je suis pas capable, ok, je le fais, moi. Et en fait, je le fais comme ça, tu vois, sous la contrainte de mes trois gars qui m'entouraient, qui devaient... Il y a une polémique sur ce trottoir, ça dure une demi-heure, je pense, où vraiment... Je suis là, non, j'ai pas envie. Et ils me font rappeler Ruquier, je rappelle, et je dis d'accord. Voilà, pour résumer, c'est un peu ça. C'est un peu plus long que ça, mais ça a été ça. En gros, j'ai accepté sous la contrainte. Donc en fait, si tu regardes bien le parcours sur On demande qu'à en rire, je crois que j'en fais 6. Et après, je me casse. C'est le Wikipédia, tu en fais 6. Oui. Tu vois, en fait, j'en fais 30 au total, mais j'en fais 6 en premier. Ouais, 30 au total. Je suis la première avec Olivier de Benoît à faire la première émission. Donc je commence par du stand-up. Si tu regardes bien, mes 6 premiers, c'est du stand-up. On écrivait avec Navo, c'était des stand-up carrés de ouf, mais c'était compliqué à jouer parce qu'on avait peu le temps de s'entraîner dans les clubs, enfin dans les bars. Et du coup, au final, je m'entraînais même plus, ça commençait trop risqué. Parce que là, on était en 2012, 11, non, pardon, 10, 11. 2010, 11. Ouais, donc les comédie clubs, ça courait pas les rues, quoi. Non, pas du tout, même. Donc, du coup, c'est que des bars, tu vois, que des trucs de Topito, une fois le mercredi, etc., comedy school. Voilà, on n'a pas beaucoup d'occasions de le faire. Et plus ça va, plus le rythme est effréné, et moi, j'ai le temps de m'entraîner dans les stand-up, et en plus, je commence le stand-up. Je commence à avoir conscience que je fais du stand-up, parce que mon premier spectacle s'appelait SketchUp. Donc, c'est pour dire, je ne savais pas ce que je faisais. On me demandait, j'étais à SketchUp, j'en sais rien. Maintenant, c'est devenu apparemment, une vraie forme maintenant. Il y a des jeunes maintenant qui me disent ça. Je parle comme une yeuve, mais il y a des jeunes, ils me disent, je fais du SketchUp. Je fais comment ça? Et en fait, les gens qui font du stand-up et ils sont pas au courant. Ce qui fait juste parce que des fois, ils jouent un peu des persos. Bon, bref.
Et puis il y en a d'autres qui disent, oh, SketchUp, c'est vraiment un truc, tu fais du stand-up, après noir, après il y a un sketch. Ok, pourquoi pas, c'est un SketchUp. Donc voilà, bref, à l'époque, je sais pas ce que je fais. Donc je découvre le stand-up à peine, et je me retrouve en demande qu'à en rire à essayer d'en faire comme George Carlin, jugé par Jean Benguigui. C'est genre incroyable, quoi. Donc j'arrête au bout de 6, et là, il se passe un truc, je voulais en parler sur scène, j'ai jamais eu l'occasion, donc là, je t'en parle comme ça. C'est un peu violent, mais ce qui se passe, c'est que Drucker m'appelle pour faire une émission Europe 1 à l'époque, il a un truc, c'est pour les nouveaux talents. C'est une émission d'1 heure où il présente un nouveau talent. Et il doit demander des témoignages à des gens connus. Et il demande le témoignage de Laurent Ruquier. Et Laurent Ruquier dit non, je ne connais pas cette personne. Parce que j'ai arrêté l'émission. Oh, waouh! Tant qu'elle revient pas, je la connais pas. Et j'étais là, bon, bah tant pis, on demande d'autres témoignages. Et là, mes prods, ils font, je crois que t'as pas compris, en fait, ce qui est en train de se passer. Là, ça s'appelle du boycott, donc faut que tu y retournes. Alors, clairement, c'est une traduction de mes producteurs. Hein. Moi, je pense que c'était juste un petit coup de pression. Il aurait, enfin, je veux dire, boycotter quelqu'un qui est pas connu, ça marche pas de ouf. Tu vois. C'est sur ces belles paroles que je suis retourné faire On ne demande qu'à en rire. Et je réarrête un moment. Et là, j'explique pas parce que c'est vraiment violent et je préfère vraiment raconter sur scène un jour de façon très marrante. Mais bref, j'ai dû faire mes excuses et tout ça pour revenir dans l'émission, tout ça, machin. Donc ça a été vraiment pour moi un traumatisme. Un vrai traumatisme que j'ai eu du mal à digérer. Ça a mis des années, tu vois. J'ai pas parlé à mon oncle qui était mon manager pendant des années, qui est aussi de ma famille et que j'aime très fort aujourd'hui, qu'on se revoit. Mais parce que je me suis senti trahi, quoi. Et que... Toi qui as vu mon spectacle Être humain, tu peux savoir que chez moi la trahison ça peut être compliqué à gérer, tu vois. Donc voilà, il y a tout ce cumul qui fait que je monte ma production en me disant en fait plus jamais on me dira ce que j'ai à faire. Qui s'appelle On Time. Qui s'appelle On Time Production. À mon heure, quoi. Je suis pas pressé, on n'a pas à me pousser, quoi. Voilà, c'est un peu ça qui se passe pour résumer. C'est un peu genre des contrariétés, beaucoup de contrariétés. Non, j'en avais déjà dans la société, que je relevais beaucoup et que j'en faisais des stand-up, mais alors celle-ci. C'est pour ça que j'appelle beaucoup ce milieu la famille. Tu vois, on me demande pourquoi t'appelles la famille et tout. Il y a un rappeur, je fais parce que c'est une famille, on l'a pas choisi, mais on doit vivre ensemble quand même, quoi. Et des fois c'est violent. Ah, c'est dans ce sens-là. Moi, je pensais que c'était dans le sens la famille, les gens avec qui j'ai choisi de bosser. Non. C'est parce que c'est les seuls qui m'ont pas cassé les couilles. Non, parce justement. Que j'ai dû enlever tous les autres, tu vois. Non, en fait, dans la famille, il y a des gens que t'adores et d'autres pas, en fait. Ok. Tu choisis pas les gens avec qui tu traînes, tu vois. Mais on grandit ensemble quand même et on doit s'accepter quand même. Ouais, c'est autre chose, tu vois. Non, parce qu'une famille, sinon j'en ai une autre que je dois aussi gérer, mais c'est une famille, quoi. J'oublie pas que c'est une famille. C'est comme ça qu'on peut avancer ensemble aussi et pas. Mais c'est aussi un truc un peu piégeant où je me suis piégé, quoi, parce qu'à dire la famille, il y a aussi des secrets de famille, tu vois. Et des trucs qu'on dit pas, du coup. Et des trucs comme ce qu'a fait Laurent Ruquier ou d'autres, que je trouve abjects. Maintenant, ça y est, je vois que les humoristes, dès qu'il se passe des choses comme ça, ils en parlent. Ah ouais, parce que moi, j'ai jamais connu le milieu aussi malsain que ça, quoi. J'entends que t'as essuyé tous les plâtres pour que nous, on arrive comme des rois en disant non, mais tout le monde est gentil. Ouais, c'est une dingue. Après, tu vois, Ferrari, il était avec moi, on l'a vécu. Moi, je l'ai vu gueuler directement. Il était plus conscient tout de suite et je l'ai vu, moi, prendre des positions devant les prods. Tous, Verino, on était hyper impressionnés et tout. Il avait tendance à gueuler direct et tout, donc il a vécu différemment et puis il est peut-être moins naïf que moi. Moi, je crois que j'attendais vraiment quelque part une reconnaissance quelque part à un moment donné. Tu vois, je sortais d'une forme de vie où l'identification, la confiance, je l'avais pas encore trouvé, je l'ai encore mis du temps à le trouver. C'est que maintenant, là, ici, maintenant que je commence à comprendre de quoi je dois m'entourer. Ah ouais? Ouais. Comment, c'est quoi les déclics? Parce que tu parles dans le spectacle notamment qu'il y a beaucoup de gens et de concepts auxquels tu as dû dire non et que tu as dû refuser alors que ce sont vraiment des monstres du milieu. Ouais. Et il y a cette image qui m'a beaucoup parlé il y a un truc qui toque. Il y a un truc qui, tu sais qu'il y a un truc qui va pas. Ouais. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut le cran d'oser quitter les choses alors que c'est souvent les chemins un peu tout tracés qu'on sait qu'on doit suivre et il faut aller dans les gros festivals, il faut connaître ces gens-là, quoi. Ouais, alors c'est tout à fait personnellement, mais vraiment tout à fait personnellement, c'était vraiment une question de vie ou de mort. J'entends par là que ma santé mentale commençait vraiment à en prendre un coup. Donc il était vraiment question de vie ou de mort, et je pèse mes mots. Il était temps que je pense à moi, que de marcher sur mon entorse, tu vois. J'appelle ça l'entorse artistique que je m'étais faite depuis un moment. Il était temps que je me respecte. Et il est temps que je me respecte. Parce que il y a ce qu'on voit de moi sur scène, en télé, et puis il y a ce que je vis dans ma vie privée, quoi.
Tu vois, donc là, je parle tout à fait personnellement. Question de vie ou de mort. Quand tu effectivement, quand tu acceptes trop l'inacceptable en permanence, il y a 2 solutions. Soit tu perds ta compassion, ton empathie, et tu deviens un être vivant qui marche sur le capitalisme et c'est tout. Et puis, ok, parce que ce serait trop dur de voir la vérité en face, donc je peux comprendre qu'on fasse ce choix-là. Ou alors t'es d'une hypersensibilité terrible, toujours à essayer, et tu te fais du mal au lieu de te faire du bien, quoi. Donc moi, c'est mon cas. Moi, le cas, c'est que je finissais par des choses à la con, il y en a plein, hein. Mais de base, ne plus me nourrir, ne plus dormir, ça te fait divaguer déjà, tu vois. Parce que en fait, tu te laisses mourir quelque part. Tu te laisses mourir. Donc en fait, il n'est plus question de me faire du mal à ce point-là. Et je pense que plein de gens devraient s'écouter plus, quoi. Parce qu'on se fait beaucoup de mal parfois dans des endroits dans lesquels on n'est pas forcément bien, mais c'est comme ça, tu sais, puis tu sais. Et puis tout le monde le fait, alors comme tout le monde le fait. Il y a plein de phénomènes comme ça dans le stand-up qui font que j'arrête le stand-up, parce que je ne veux pas faire, pour le coup, je ne veux plus faire partie de cette famille. Parce que si certaines personnes acceptent ça, je peux pas accepter ça, moi. Enfin, on peut pas faire partie de la même famille, pour le coup. Voilà. C'est aussi des choix comme ça. C'est aussi des choix forts, mais c'est des choix artistiques. C'est un vrai choix artistique, hein. C'est une démarche artistique pour moi de dire aussi j'arrête, tu vois. Si vous continuez ça, moi j'arrête alors, tu vois. Et comment t'imagines ta vie dans 2 mois? Ouais, je suis certainement en train de faire du stand-up. On le sait, Shirley. Non, on a tous fait des paris dans combien de jours tu reviens. Je sais, tout le monde a fait des paris. Mais en fait, les gens vont être très surpris. Notamment des gens que je pensais être des amis qui ont fait des paris sur ma venue et qui du coup ne m'appellent pas. Ah, c'est un vrai truc? Ouais. Vraiment, wow, ouais, vraiment. Je disais ça pour rire. Non, mais pour le coup, non, il y a des vrais paris. Il y a des vrais gens qui disent oui, elle va revenir dans 2-3 mois. Des gens qui je pensais étaient des amis, et qui, du coup, comme ils pensent à ma place, parce que c'est ça aussi, une famille, des fois, pense à ta place. Du coup, au lieu de prendre des nouvelles ici et maintenant pour savoir comment jouer, ils sont là, elle reviendra dans 2 mois. Alors, je ne reviendrai pas, les copains. Je ne reviendrai pas en tout cas, dans ce milieu, comme tel que ça a été, etc. Donc, ça aurait été sympa de me dire au revoir. Mais en tout cas, c'est pas grave, parce qu'en fait, encore une fois, c'est ça aussi une famille, tu vois. C'est, elle fait sa petite crise. C'est un peu, j'ai l'impression d'avoir fait un coming out en famille, oui, on va revenir à la norme bientôt. Non, je continue mon chemin. Mais je me vois, en fait, dans 2 mois, tu disais, dans 2 mois, je me vois vraiment chez moi, en train de faire des travaux. Parce que t'as acheté une maison à retaper. Ouais. En fait, je pense que c'est vraiment le fantasme de tout humoriste qui est en fin de tournée, quand vraiment il est sur la réserve depuis plusieurs mois. Et ouais. Ouais, ça fait un an que j'ai acheté, puis je peux même pas vraiment m'y mettre parce qu'il y a la tournée, la prod et tout ça. Donc là, je suis trop content de pouvoir faire ça. En plus, c'est une grosse bâtisse, effectivement, et j'aime bien bricoler. J'ai pas du tout envie de mettre genre un gros billet, tu vois, pour que les gens le fassent à ma place, parce qu'il y a de là-dedans, symboliquement, un truc qui est hyper cool, tu vois, d'aller se reconstruire en même temps que cette vieille bâtisse de 1800. On va se rénover ensemble. Donc ça va être un certain temps, et je vais le prendre, et ça va être cool, quoi. Et t'as pas peur du vide? Non, alors j'adore ça. Hein. Ah ouais? Ah, j'adore ça. Puis il y a rarement du vide. Hein. Je sens de l'ennui, il peut y en avoir. Ouais, mais du silence. Parce que dans ta maison. Ça. Ah ouais? Ah non, j'adore ça. Tu parles pas, personne parle? J'adore. Ah ouais? En fait, je crois c'est très bizarre parce que je monte de moi sur scène, un peu moins maintenant, je suis beaucoup plus calme, mais c'est complètement à l'inverse de ce que je suis, quoi. Je suis hyper calme, en fait. Je parle pas beaucoup. J'aime pas trop ça. C'est presque une maladie chez moi de parler, mais tu vois, j'aime pas vraiment trop. Souvent, on parle pour pas dire grand chose, donc j'aime bien m'exprimer, mais il y a plein de façons de s'exprimer, avec le corps, avec la danse, avec le chant, avec la peinture, encore une fois, la batterie. J'aime m'exprimer, c'est clair, mais parler, c'est pas forcément le truc le plus. Donc j'aime bien quand moi je parle avec un merle chez moi, parce qu'il y a un merle qui vient depuis 20 ans dans cette maison. Les propriétaires, les anciens m'ont dit... Attends, un merle, ça vit 20 ans? Ah, parce que j'ai appris, ouais. Mais ça fait 20 ans qu'il vient dans la maison. Mais comment leur dire que c'est pas le même merle? Écoute, en tout cas, ce merle-là, depuis qu'il est là, ça fait ouais, il est là. Hein. J'aurais demandé, j'étais là, bon, 20 ans. Il m'a dit, écoutez, ça fait quand même des années qu'il vient dans cette baraque. Mais il faut quand même qu'on regarde, hein, parce que je l'ai pas vérifié, cette info, je leur ai fait confiance, je me suis dit, ils sont de la campagne, ils connaissent. Oui. Mais ce merle-là, il y a une vraie connexion avec lui, on fait des eye contact qui durent 1 minute. En fait, là, ça dure de plus en plus longtemps, parce qu'on a tous les deux peur un peu. Moi, j'ai peur qu'il fonce dans la maison d'un coup, lui, il a peur que je fonce sur lui. Et là, on a des vrais contacts. Ce matin, je l'ai vu avant de partir et tout. Et en fait, il s'arrête vraiment, et puis il essaie de se rapprocher au fur et à mesure. Enfin bref, ça, c'est des vrais moments de vie, tu vois, d'échanges que je kiffe. Je peux être dans vraiment
un coucher de soleil, moi, c'est bon, ça me va, quoi. Tu vois, le lever du soleil, regarder ça, j'ai une espèce d'horizon beau, je trouve pas mes mots, mais de beaux paysages pas loin de chez moi, là où je peux voir l'horizon. Ça me suffit de ouf, ça me prend 1 heure déjà. Après, je le peins, ça prend 1 autre heure. Dans 2-3 heures, est-ce qu'on fume quand même un peu pour ralentir encore le temps? Non, mais voilà, et les travaux, les journées passent super vite. Je suis hyper manuel, j'ai l'impression de... on dirait l'amour est dans le pré. J'ai l'impression de faire mon profil. Je suis très manuel. Enfin, je suis quand même plutôt débrouillard. Je déteste la trahison. Pas la trahison. J'aime bien les filles rigolotes. Voilà, quoi. Donc, non, le temps, je sais l'occuper. Qu'est-ce qui va te manquer le plus du stand-up? Je pense rien parce que je vais en consommer encore. Je vais regarder, je vais écouter des trucs cool. Il y a tellement de trucs qui sortent tout le temps. Il y a plein de choses à écouter. En termes d'absorption, en tout cas, rien. En termes d'action, il y a des grandes chances on m'a demandé beaucoup de masterclass et de trucs, donc je pense que je vais le faire pendant 1 an, 2 ans, tu vois, maximum. Après, ça va être ridicule de donner des cours quand t'as arrêté. Enfin, je trouve ça un peu ringos. Tu vois, donc, mais là, si je peux encore partager mon expérience, je vais le faire, donc je serai pas totalement éloigné. Comme je te disais juste avant qu'on enregistre, mais je dois monter la saison 3 de Définition, donc c'est des épisodes de stand-up que j'ai fait. Là, je vais les monter. Pour moi, ça fait partie encore du stand-up que de retravailler les blagues au montage. Je vais le faire avec le spectacle Être Humain qui doit sortir aussi en montage. Je veux faire un 2e documentaire, et le dernier évidemment, sur tu vois, la suite du premier. Et ma suite est fin pour moi. Qui racontera tout, comment j'ai ouvert et fermé un club, pourquoi j'ai arrêté ma carrière, comment on est passé du premier documentaire où il y avait que des bars à tous ces comedy clubs et la série drôle et tous ces trucs-là. J'ai filmé en fait tout de ma carrière depuis 2007. J'ai tout. Et donc du coup là je suis là, faut que je monte ça, je sais pas comment, ça va être un gros film je pense, qui va mélanger beaucoup de choses, mais qui me résumera totalement bien. Donc ça va pas me manquer le stand-up parce que je vais baigner dedans encore beaucoup là. Ouais, en fait, tu vas... Ouais. En fait, je me dématérialise, c'est ça le truc. Vous allez encore me voir en vidéo et m'entendre pendant un petit moment. Mais physiquement, je me repose. Et le club, justement, le Barbès, t'en gardes quoi? Est-ce que t'as beaucoup de rancœur vis-à-vis de... Aucune. Non. J'en ai eu par un moment parce qu'on est être humain et que, voilà, des fois, c'est pas facile. On n'est pas Bouddha, quoi. Mais en fait... tout de suite avec mon cousin. Tu l'as ouvert donc Je l'ai ouvert en octobre 2019. J'ai eu le projet en 2018, même fin 2017. J'ai mis beaucoup de temps à trouver le lieu, puis à discuter avec le propriétaire des murs qui voulait s'engager avec moi dans le concept, alors qu'à la base, moi, je voulais juste louer un lieu. Donc, on a ouvert une conversation avec un gars inconnu pour moi, à qui il fallait que j'explique ce que je voulais faire comme délire. Et puis après, on a développé la marque et puis l'image avec mon cousin Thomas. Et puis quand j'ai dû arrêter, j'ai décidé d'arrêter pour des raisons de valeur, pour résumer, des raisons de valeur humaine, c'est-à-dire que l'argent est moins important pour moi que les valeurs humaines que je voulais mettre dans ce club. Et donc voilà, là, je le résume comme ça parce que j'ai envie de le raconter sur scène, que je l'enregistre. Voilà, j'ai envie de le... Ouais, donc juste, t'étais pas d'accord avec les valeurs. Ouais, là, si je le raconte, je vais forcément... Ouais, voilà, j'étais pas d'accord avec sa façon de voir. Donc j'ai décidé d'arrêter. Mais en tout cas, quand j'ai décidé d'arrêter avec mon cousin, on s'est dit qu'on était hyper fiers de nous parce que mon cousin avec que je fais chier depuis ses 7 ans pour faire des sketchs, des raps avec moi, enfin tous les trucs on le fait en duo. Et là, lui il est designer aussi, donc c'est lui qui a fait le design du club et tout. On était hyper fiers de ce qu'on avait fait parce qu'on sait à quel point le travail acharné et tout, il a amené ça. Et donc on se dit c'est cool, on sait qu'on est capable de le faire et puis c'était beau. Puis moi je le vois comme une démarche artistique, presque comme un spectacle qui a duré 3 ans, tu vois, et c'était trop beau. De toute façon, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc je suis contente d'en voir la fin moi-même, tu vois. Après, là où je suis plus triste, et c'est aucune rancœur, mais de la tristesse pour toute la communauté LGBT, qu'il y a plus qui pouvaient s'y retrouver, pour les personnes non valides qui pouvaient s'y retrouver. Il y avait tellement de personnes différentes qui pouvaient s'y retrouver que là, on voit que depuis que ma marque a fermé, c'est beaucoup plus difficile de s'y retrouver en termes de line-up. Là, ce soir, je vais à la Nouvelle Scène. C'est cool, c'est un peu ceux qui reprennent un peu le flambeau avec le Charlie. Voilà, c'est deux endroits comme ça qui permettent d'avoir une safe place pour des personnes qui n'en ont pas ailleurs.
Ça me rend vraiment triste et ça me frustre et ça me donne presque envie de rouvrir un club. Tu vois, juste à cause de ça. Alors non, je le ferai pas tout de suite, mais en tout cas, ça donne, voilà. La frustration pourrait me donner envie de faire des choses, mais il faut que j'apprenne à arrêter de faire les choses dans l'anxiété et la frustration. Tu disais tantôt que parler de sujets qui te touchaient ne te faisait pas du bien, en fait. Et c'est vrai que dans ton dernier spectacle Être humain, tu parles de beaucoup de sujets difficiles. Tu parles notamment d'hôpital psychiatrique, tu parles de drogue dure, de tout, plein de tout ça va ensemble. C'est un cocktail en général. C'est pas moi qui l'ai dit. Et pourquoi tu le fais si ça te fait pas du bien? Alors, ce qui me fait du bien, en fait, c'est que ça fasse du bien aux autres. Et du coup, ça me fait du bien. Mais il y a, tu vois, il y a une espèce d'étape intermédiaire tant que j'ai pas fini le spectacle, en fait, tant que je suis pas sorti de la scène et tout, je sais pas ce qui s'est passé, quoi, à chaque fois, avec ce spectacle surtout. Donc, c'est cool parce que j'ai des retours écrits, des vrais retours écrits. Pour une fois, c'est cool, parce que ça parle vraiment de ce que je raconte et pas de qui je suis et ce que je représente. Tu vois, ça, c'est cool. On a des vraies conversations avec le public et ça me fait vraiment, vraiment du bien. Et c'est pour ça que j'arrête aussi, parce que c'est bon, ça y est, je suis arrivé au truc que je voulais atteindre, mais le but, c'est pas de me faire du mal non plus. Et il y a quand même une petite douleur effectivement à le faire des fois, parce que parler pédocriminalité, quand t'as pas bien digéré les choses toi-même, parce que ça met des années, c'est pas évident, mais putain, il faut le faire, parce que si j'attends de digérer, je vais peut-être crever là, tu vois. Donc, tu vois, il y a une urgence aussi. En fait, ce qui me ferait pas du bien, c'est de le faire en permanence. Tu vois, c'est pour ça que par exemple, là, Être humain, j'avais commencé à le jouer il y a 1 an, puis après j'ai arrêté pendant 6 mois pour faire d'autres blagues autour du monde, là, et après je suis revenu avec Être humain, parce que je savais que sinon j'allais péter un plomb. Parce que j'étais en train même de réparer des choses. Ça va faire beaucoup pour mon cerveau, quoi. Dire tentative de suicide en permanence, dire pédocriminalité tout le temps. Il y a des moments où je rentre et je voyais du noir, quoi. Vraiment noir, quoi. Même si les gens étaient bien, moi j'étais pas bien. Mais en même temps, je le savais, hein. Quand je l'ai écrit, je savais ce que ça allait faire. Je savais ce que ça allait faire, et en même temps, c'est presque pour ça que j'étais chercher ça. J'étais là, c'est la dernière douleur, là. Après, on arrête. Tu vois? C'est vraiment comme ça, je pense que je l'ai fait. Inconsciemment, c'était ça qui se passait. Allez, encore un effort. Tu savais déjà que t'allais arrêter après Ouais, en fait, tu vois, je suis tellement dans plein de trucs en même temps que des fois, je m'oublie. Mais le mois du passé, il verrouille des trucs. Et on avait envoyé un post il y a 1 an, en juillet 2021, pour dire... et quand je dis on, c'est les multiples mois, pour dire en juillet 2021, j'arrête bientôt. Tu vois. Et j'avais oublié que j'avais noté ça. Et ça veut dire que mon cerveau disait, sur t'as mal, là, il faut que tu commences à l'écrire. Parce que tu oublies en permanence, vu que t'as des bravos et des merci, des je t'aime, après tu fais bon, bah c'est que c'est bien alors. Et tu t'oublies toi dans l'équation. Donc moi, là, il faut plus que je m'oublie dans l'équation, quoi. Donc ouais, non. C'est comme ça, écoute, j'ai l'impression de faire du blues, c'est ce que je dis. Les bluesmen le savent que ça va être douloureux de faire du blues. Il y a plein de bluesmen qui ont essayé de foutre leur vie en l'air, quoi. Parce que le blues, la musique en soi, les notes, tout descend. Et il y a un vrai truc, c'est la musique en soi qui t'emmène là dans cette tristesse. Ouais. Oh là là, tu vois, si tu chantes ça tous les jours, des chants de coton, des musiques comme ça, tous les jours, c'est sûr que tu vas pas être bien. Donc tous les jours à parler de trucs comme ça, c'est sûr que... Donc, il y a des trucs que j'ai trouvé, des punchs qui me font extrêmement rire et tout. Mais la vérité, c'est que c'est une putain d'excuse, les blagues, que j'ai juste envie de dire un truc simple à la base, et que oui, des fois c'est bien d'en rire, mais des fois juste ça casse la tête, quoi, que ça soit toujours pas réglé, et puis t'es toujours hyper sensible à ce genre de commentaires qui te disent oh ça va, on n'a pas encore fini avec cette histoire, t'es là, franchement non, hein, tu vois. Ça, ne serait-ce que ce petit commentaire là, le jour où t'es un peu fatigué, t'es là, oh là là, je ne peux pas passer outre. Tout ça est fatigant. Mais hyper fier d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Et comment tu sais qu'un truc est assez digéré pour en parler? Ah, parce que je le fais. Sinon je le ferais pas du tout. C'est ça, tout simplement. Il y a des choses où je sens que je suis pas... Il y a que la pédocriminalité où j'étais là, ouais, mais en fait, tu seras jamais prêt si tu fais ça, en fait. Donc vas-y, là. Vas-y, parle-en. Parce qu'en plus, mon ongle est un peu bizarre. Pas beaucoup entendu. T'as peur de te prendre une rousse dans la gueule de l'opinion publique. Du coup, tu fais un peu comme ça, tu sais pas... Parce que mon ongle étant de dire que je pense qu'il faut vraiment écouter les pédocriminels
tu vois. Donc je me dis allez vas-y, puis parce que sinon je vais pas le faire quoi. Mais sinon s'il y a un truc me paraît trop douloureux, je le fais pas, ou si je me sens trop en ignorance sur le sujet, je vais pas le faire quoi. Et ça c'est pas du tout douloureux de pas le faire. Quand tu parles notamment d'hôpital psychiatrique et tout, à un moment tu parles d'une scène où la meuf de l'accueil te reconnaît. Ouais, l'infirmière en fait, qui m'emmène dans ma chambre. Elle me le dit en me ramenant dans ma chambre, ouais. Est-ce que c'est un peu un truc aussi que t'as envie de quitter, la notoriété, le fait de pas pouvoir exister sans te demander tout le temps si les gens ils te jugent, ils te connaissent, ils te machin? Ça, c'est vrai que c'était pas forcément évident pour moi, mais j'ai compris que même si j'arrêtais, les gens allaient quand même me reconnaître, tu vois. Parce que là, il y a plein de gens qui me font alors prochain spectacle, parce que personne n'a vu mon poste, évidemment. C'est vraiment plus pour moi que je l'ai fait. Et encore une fois, je suis pas Madonna, donc tu dis t'arrêtes, les gens sont t'as commencé. Enfin, soyons relatifs, quoi, tu vois. J'avais que 16 ans, c'est rien, en fait, dans une carrière de stand-up, c'est absolument rien. C'est le début, même, en fait. Mais moi, c'est ma fin. C'est ça, c'est des cycles, quoi. Donc la question était quoi déjà? Parce que la notoriété. La notoriété, en fait, c'est marrant. Depuis que je sais que voilà, c'est bientôt la fin, et je la reçois vraiment totalement différemment, je me sens moins responsable de l'image que je renvoie. Je savais pas d'où ça venait, mais d'un coup là, je suis plus en train de me relaxer quand on me reconnaît. Souvent ça m'agressait souvent parce que en fait, j'étais là, ouais, mais je crois que c'est ça en fait qui m'agressait, tu vois, je suis en train de me rendre compte en live, c'est que souvent on me regardait avec un grand sourire et tout, et moi je trouve que c'est pas rigolo ce que je raconte, tu vois. Et en fait, je comprends, enfin tu vois ce que je veux dire, j'ai pas l'impression d'être Jamel Debbouze à l'époque où on tape dans le dos, ça va ma pote et tout, t'es là, mais en fait, qu'est-ce que t'as pas compris dans ce que je raconte? Mais c'est parce que toi, t'as l'image du dernier spectacle et des dernières choses que t'as fait qui sont plus intenses. Les gens, ils se rappellent de l'iPhone et tout ça. Mais bien sûr. Non mais, pour moi, même l'iPhone, c'est sérieux. Enfin, oui, mais... Du coup, je comprends pas quand on rigole trop avec moi, tu vois, parce que je suis là, ouais, je suis pas une grande rigolote, je sais pas à quel moment t'as vu ça. Mais c'est moi, en fait. C'est moi qui renvoie cette image-là, évidemment. Ouais, mais toi aussi, tu sais pourquoi tu fais les choses, mais les gens, ils voient juste les blagues, quoi. Ils voient que le résultat et pas le processus. Exact. Et du coup, ça me rend triste. Ouais. Parce que j'ai l'impression d'avoir mal fait mon travail. Tu vois. Parce que je dis pas qu'on me trouve sympathique et tout, c'est normal, hein. C'est juste qu'il y a des fois, je vois bien que c'est juste ma tête, et ça n'a rien à voir avec ce que j'ai raconté. Du coup, je suis là, mais qui a entendu ce que j'ai dit, en fait? Ça, c'est ça qui me stressait, moi. Et là, je suis beaucoup plus relaxé avec ça, parce que comme ça y est, c'est fini, je me dis, si les gens me reconnaissent parce qu'ils connaissent ma tête, bon, ils connaissent ma tête, puis voilà. Et écrire premier degré? Écrire premier degré? Ouais. Ouais, carrément. J'écris toujours premier degré, en fait. Le stand-up, j'écris toujours premier degré. Et malheureusement, c'est là, dernièrement, que je commence à écouter plus mon écriture automatique dans ma façon de faire du stand-up sur scène. Mais souvent, j'écris en ingé, et tout ce qui vient et tout, c'est de là que viennent les choses. Donc, c'est après que je vais chercher les blagues. D'accord, ok. Tu vois. J'ai essayé de me retenir dans Drôle quand on a écrit ensemble, parce que sinon c'est vraiment pas marrant ce que j'écris, moi, tu vois. Ah ouais, je me rappelle des trucs sur les violences policières et tout ça, ouais, tu mettais des stats et des trucs vraiment toutes, ouais. Et en fait, il y a rien de drôle, c'est juste que ça devient, et la vérité devient absurde des fois. Ouais. C'est ça que je cherche. Et puis c'est ça que je vais aller chercher encore, carrément, dans l'écriture, parce que là, effectivement, je vais éviter de faire travailler ce mécanisme de cerveau qui consiste à chercher la blague. Mais je veux chercher la pertinence, moi. Si c'est marrant, tant mieux. Ça veut dire que c'est vraiment absurde. Mais je chercherais pas à ce que ça soit drôle, tu vois. Et avant, tu te laissais pas assez de place pour ça? Pas du tout. Pas du tout. Chercher l'efficacité. En fait, je jonglais entre ma carrière, la première carrière qu'on m'a proposée de télé, où il faut être efficace de ouf, et le vrai moi. J'ai passé vraiment 16 ans à faire ça, en fait. Qui je suis? Ouh là là, tu vois. Donc, dans mon écriture, je m'autorise. C'est pour ça que je fais le campus. C'est pour ça que j'ai monté une formation. C'est d'abord pour moi. Hein. Parce que quand j'ai expliqué ça aux élèves, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas payé grand chose. Sinon, ils auraient payé beaucoup plus cher. Mais c'est que clairement, il fallait aussi que j'apprenne des choses. J'avais besoin de voir un journaliste avec qui on allait écrire, avoir un anthropologue, reparler de la base de l'écriture et de cette écriture automatique, d'aller chercher au fond de soi, de puiser des trucs. C'était 4 mois de formation comme ça où, au bout de 2 mois, tout le monde pleurait un peu, quoi. Parce qu'on s'allait chercher des trucs, ça nous torturait la tête, quoi. Tu penses pas que c'est possible d'écrire des blagues sans... Si, bien sûr. C'est pas ma vie. J'aurais bien aimé avoir cette vie d'homme blanc hétéro, mais c'est pas la mienne. En fait, c'est mon cerveau qui est fait comme ça. C'est ce que mon cerveau perçoit du monde. Mais dans la vie, tous les jours, je fais des blagues que, tu vois, je m'autorise moins à faire sur scène. Parce que je me dis qu'il y a une urgence
et que je peux pas faire. Il y a d'autres gens pour ça. Ouais. Alors moi, je suis vraiment dans ce truc de poste, un peu de pion, de ok, où est-ce que je serais utile, dites-moi. Il y a pas la prête, parce que sinon j'aurais déjà fait du cinéma. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, de ouf. Mais chacun sa place, quoi. Chaque chose en son temps. Ouais, mais est-ce que se faire du ciné et tout serait pas t'écouter, justement? Faire quelque chose dont t'as envie plutôt que d'essayer absolument de servir les autres, de leur apprendre des choses. Jusque-là, c'était ma dynamique. On va voir après le repos, peut-être que c'est ça qui viendra. Peut-être qu'effectivement, j'écouterai ça, plus simplement. À chaque fois, je me dis non, je peux pas commencer à m'amuser à faire des films, tu vois. Bah, donc après, c'est risqué de retomber dans la même mécanique qu'il y avait pour le stand-up, quoi. Ouais. Alors, je parle en tant qu'actrice, hein, tu vois, même pas... Parce que réel, ça me parle, ça me fait peur, ça m'excite, mais ça me parle de ouf. Mais en tant qu'actrice, j'aurais l'impression juste de m'amuser. Et je pense qu'il y a d'autres endroits où s'amuser. Je sais pas comment expliquer ça. Bon, je trouve que le cinéma est pas... C'est rare que ça soit vraiment cool aussi, ce qui se raconte dans les films, quoi. Donc c'est vraiment cool. Moi, j'adore l'ambiance du tournage. J'adore partager avec des partenaires des moments de jeu et tout ça. Mais les seuls castings que j'ai acceptés en général, c'était des films sociaux et tout. Et à chaque fois, je faisais des calls. Il y en a un comme ça, je me rappelle, j'ai accepté il y a pas longtemps. Je fais un casting, j'ai eu le callback. Et vraiment, j'étais prod en même temps. Le spectacle, le comedy club à gérer. Et j'avais rendez-vous chez le banquier en même temps. Donc vraiment, je suis arrivé en retard à ce casting. Je t'explique pourquoi je raconte ça. Et du coup, j'arrive un peu défoncé aussi, un peu fumé. Un quart d'heure de retard. Et il y a Pio Marmaille qui est là pour jouer la scène avec moi. Et vraiment, j'ai jamais aussi mal joué de ma vie. Devant un gars qui joue super bien. Il jouait tellement bien qu'à un moment donné, j'étais là, tu joues là ou tu me parles vraiment? Il m'a dit, c'est la scène en fait. Et j'étais là, ouais, faut vraiment que j'arrête les castings tout de suite. Parce que je faisais trop de trucs en même temps. Mais à côté de ça, j'adore jouer. Tout simplement, j'ai pas eu l'occasion parce que tu vois, ma vie n'était pas compatible avec celle-ci, quoi. Peut-être que ça viendra. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de jouer quelqu'un d'autre? Tout. C'est quelqu'un d'autre. C'est trop bien d'aller chercher la psychologie de quelqu'un d'autre, de justement mettre les lunettes sociales de quelqu'un. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que je fais en stand-up. J'essaie de comprendre l'autre. J'essaie pas d'expliquer qui je suis aux autres. J'essaie aussi de les comprendre pour pouvoir leur parler. Donc c'est ça qui est excitant, c'est de se mettre à la place de l'autre au maximum de ses capacités, en prenant les lunettes sociales de quelqu'un d'autre, en essayant de voir comment j'aurais grandi, si j'étais né là, si j'avais eu tel prénom, si j'avais eu tel parent, avec telle vie, tel passé. C'est trop excitant. Ça permet de changer sa propre vie de tous les jours, ça aussi. C'est un vrai travail pour soi tous les jours, donc j'aime ça. Puis j'aime aussi l'idée au-delà de jouer un autre personnage, j'aime l'idée de jouer avec d'autres partenaires. Contrairement au stand-up, ouais, c'est très solitaire en fait. C'est trop chouette là, tu vois. C'est trop chouette de pouvoir envoyer la réplique à quelqu'un, d'avoir la complicité de l'autre dans le regard. Moi j'adore ça. Je trouve ça trop cool. Pourquoi t'es allé vers le théâtre à la base? Ouais, parce que j'aime bien ça hein, aussi. Sauf que le théâtre, après, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens différents et tout, et que moi, le drame, j'étais nul de ouf. J'adore en regarder, en fait, mais c'est tout, quoi. Je croyais que je savais que j'étais bonne à ça, mais en fait, je suis bonne pour regarder. Comment t'as réalisé que t'étais nulle pour ça? Parce que j'en ai fait, et du coup, en fait, en tout cas à l'époque, mon cerveau n'était pas dans la capacité de se concentrer uniquement sur le texte, parce que le texte était si lourd qu'il y avait à la fois le perso que je jouais et Shirley qui était en train d'analyser ce que le public pouvait ressentir. Donc comme un stand-upper qui veut un peu savoir si le public va bien, tu vois. Donc des fois je me sortais du personnage pour les regarder un peu. Genre un petit coin de l'œil qui tuait toute la scène évidemment. Une fraction de seconde. Et j'avais senti tout de suite que j'étais pas à ma place. Alors tourner c'est cool, mais faire du théâtre, le live me donne envie forcément de parler directement aux gens. Ou de leur chanter un truc, mais en les regardant dans les yeux. Je peux pas parler à quelqu'un d'autre alors qu'il y a des gens qui seront là. Je suis là, mais non, regarde là, c'est bizarre, c'est trop chelou, tu vois, il faut leur dire un truc. C'est hyper étrange, quoi. C'est quoi le truc le plus important que t'aies appris dans ta carrière? Waouh, ça c'est une question, hein. Bravo. Le plus important que j'ai appris, être entouré, c'est important. Être bien entouré, être entouré de gens de confiance, savoir donner sa confiance, la confiance. J'ai appris à développer ma confiance et à comprendre qu'elle était hyper importante pour avancer.
En fait, moi, je comptais que sur le public. Tu vois. Et le public, c'est cool, hein, on a une super relation. Mais j'avais oublié de... Parce que le public, c'est une masse, quoi. Ouais. Et tu vois, en termes d'individus, j'avais beaucoup plus de mal à créer des liens un par un. J'arrive plus avec la masse qu'avec... Comment ça se fait, ça? Oh, certainement mon enfance, hein. Il y avait plein de choses dont je parle dans le spectacle et d'autres pas d'ailleurs, mais qui font que ouais, je me suis toujours senti un peu solo, quoi, un peu. Mais mon père, il m'a fait grandir avec des phrases comme t'es né seul, tu vas mourir seul, donc. Allez, bon anniversaire. Ouais, c'est ça. Tu vois, depuis que j'ai 8 ans, 9 ans, j'entends ça. Donc du coup, j'ai toujours. Et puis, il m'a fait beaucoup peur sur le monde qui nous entoure, sans avoir totalement tort d'ailleurs, mais c'était peut-être un peu trop tôt, un peu pas assez délicat, pas assez... Il m'a donné beaucoup de confiance en moi pour dépasser des choses, savoir que j'étais capable de faire des choses. En même temps, il m'a aussi instauré beaucoup de peur sur le monde extérieur, sur le fait qu'en tant que noir, il faudrait en faire plus que les autres, qu'en tant que femme, ça allait être difficile, qu'en tant que lesbienne, il allait pas m'accepter. Ça fait beaucoup de choses à... Tu vois. Donc... Et puis mes premières aventures dont je te parlais là tout à l'heure, au début de ma carrière, m'ont vraiment blessé dans ma confiance que je pouvais avoir dans les autres qui était déjà pas ouf. Donc là, c'était un peu mort, quoi. Donc maintenant, avec le temps, j'arrive plus à aller bien, à me faire kiffer, notamment, tu vois, là, le fait d'arrêter, c'est un choix joyeux qui montre que je vais bien, en fait. C'est un bon signe que de marcher sur mon entorse en disant « Ah, ça fait toujours des blagues, allez, encore un nouvel spectacle, allez !» Tu vois, non, on va pas faire ça, on va pas appuyer sur l'entorse, on va guérir, on va faire de la rééducation, tranquillement. Mais c'est ça, j'ai répondu à la question, je crois. Hein. Ouais. Parfait. Je sais plus. Dans le spectacle, tu parles de drogue et du fait que t'en prenais pour ressentir des choses. Est-ce que là, maintenant que tu... Est-ce que j'en ai encore besoin? Non, mais tu vois, ça peut être très effrayant de déménager au fin fond du monde. Parce que là, en termes de ressentir des choses, c'est plus lent, quoi. Ah, mais moi, je ressens plus fort les choses, c'est marrant. En fait, à Paris, j'ai trop d'informations. Genre, il y a trop d'infos à la seconde, et du coup, ça bouge toutes mes idées. Alors que, en fait, dans ma tête, c'est déjà Paris, moi. Tu vois, en termes de trafic, ça fait... Donc, le fait d'être dans le calme, ça me permet d'entendre mieux mes idées. Et du coup, moi, la moindre information, c'est plein d'idées. Tu vois, c'est une espèce de pensée en arborescence, comme ça, où une idée me donne 1000 idées. Une conversation dans mon village me fait de la journée. Un gars qui va pas bien dans mon village... C'est déjà, on parle de drogue et d'hôpital psychiatrique, là il y en avait un comme ça qui était pas bien, j'en ai parlé au village, je dis il faut peut-être faire attention à lui et tout. C'est quand j'y vais, c'est important de savoir comment il va, etc. C'est long, hein, tu vois. Donc toute information pour moi. J'imagine le village d'Astérix et Obélix où t'es allé voir le druide. Mais c'est un peu ça. C'est vraiment un peu ça, quoi. Tu vas voir le gars au bar, quoi. Salut le druide qui donne les boissons et tu lui dis et tu lui dis ne donne plus jamais de boissons à ce monsieur. Il est tombé dedans quand il était petit, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment plein d'infos, tu sais, moi, vraiment, c'est pas des blagues, quoi. Le merle, c'est beaucoup d'infos pour moi. C'est une vraie conversation que j'ai eu ce matin et tout. La dernière fois, quand je suis parti, déjà, il s'est rapproché de moi, c'était une vraie fierté. J'en ai parlé pendant vraiment 5 heures, tu vois, aux gens qui étaient là, waouh, boring. Et donc, non, les sensations, je vais les ressentir plus fort et mieux qu'en masse comme ça justement à Paris où d'un coup c'est voilà. Ouais, en fait là, la drogue c'était plus une fuite, justement déstimulée. Exact. Quoi. D'accord, okay. Alors que là j'en ai pas besoin à la campagne. Alors qu'à Paris, si je devais encore faire ma vie à Paris, il y a des chances oui que je reprenne des drogues pour me donner un peu de baume au cœur. En fait plus tu t'alignes, plus tu écoutes qui tu es vraiment et me dire peut-être que ce que je suis vraiment c'est pas humoriste, ça fait partie de mon chemin là. Déconstruire comme ça, déposer les choses, parce qu'il y a un truc un peu aussi simple de se dire j'ai trouvé ma voie, ça y est, c'est bon. Ça me fait peur, moi, de m'enliser dans quelque chose aussi. On va pas se mentir, ça me fait peur. De devenir cette vieille bourgeoise humoriste qui gueule sur la vie alors que ça va tout très bien. Moi, Hidalgo, j'ai pas raison. Tu vois, il y a un truc un peu... j'ai pas peur d'avoir peur. Ça, c'est clair. J'ai envie qu'on termine là-dessus. Hein. Cool. Merci beaucoup. Merci Fanny.
J'espère que cet épisode vous a plu. Dans la description, je mets plein de liens pour retrouver les dernières dates de Shirley Soignon, la suivre sur les réseaux, regarder son documentaire sur le stand-up ou son 30 minutes sur Netflix. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast si ça vous a plu évidemment et à écouter les précédents épisodes. Il y en a plein, il y en a plus de 60 avec Paul Mirabel, Laura Felpin, Kian Kojandi, Thomas Wiesel, Tania Dutel et plein d'autres humoristes notamment. Et puis vous pouvez me suivre moi aussi sur Instagram pour être tenu au courant de la suite. Des bisous! Et cet épisode a été mixé par le fabuleux Maxime Moitieu qui est également à l'origine de ce fabuleux générique.